Donc je crois que l'argent du cacao devait pouvoir aider à redonner de la vigueur à nos politiques publiques. Je vois aussi que c'est aussi un bon moment. On vient de mettre en place l'interprofession, qui a été une longue demande des producteurs, qui va permettre justement d'équilibrer les rapports, parce qu'à un moment, les producteurs se plaignaient de ne pas être suffisamment associés à toutes les décisions. L'interprofession a été mise en place il y a quelques semaines. En ce moment, donc comme les bonnes nouvelles se succèdent, il faut s'en féliciter et espérer que les efforts vont être faits justement dans la transformation, accroître le niveau de transformation pour ne plus dépendre uniquement de la fève de cacao ou du grain de café. Donc c'est une bonne chose. Bravo au gouvernement, bravo à nos parents paysans on a vu qu'ils étaient très heureux quand le président de la République a annoncé les 2800. On espère qu'eux aussi vont faire des efforts à leur niveau en termes d'organisation. Tout à l'heure, je crois que c'est Laure qui a parlé des intermédiaires véreux. Mais la solution aux intermédiaires véreux, c'est de bien s'organiser en coopérative et de se faire confiance. Parce que l'État a beau vouloir faire beaucoup de choses, l'État ne peut pas tout faire à lui seul. Il y a une interprofession, charge à elle aujourd'hui d'encadrer les producteurs, de les amener à des coopératives qui puissent, demain, je crois que c'est Landy qui l'a évoqué, avoir quelques petites unités de transformation, ne serait-ce que les premières transformations. Si tout cela est fait, je crois qu'on ne peut espérer des jours heureux pour cette filière qui est, je ne vois pas, dont on ne pourra pas se passer encore dans peu de temps. Laisse-moi de l'or. Oui, je ne veux pas être le trop fait de la soirée. Mais pas du tout. Mais ce que je veux, sur la question sur laquelle je vais insister, justement, on parle d'agriculteurs et d'agricultrices, donc de développement rural, de développement inclusif. Et c'est très important de noter que quand on fait le tour de la Côte d'Ivoire, de l'est à l'ouest, du nord au sud, c'est vrai, on parle des infrastructures routières, mais les pistes villageoises laissent encore à désirer. Ce qui fait que nous, on a eu à travailler, par exemple, sur des projets agricoles. Et on a vu que lorsqu'on a accompagné les paysans et les paysannes à faire du compost, il est arrivé qu'il y ait une surproduction et on ne sait pas comment écouler les marchandises. C'est pourquoi j'insiste encore sur le fait que l'argent du cacao, engrangé par le cacao, puisse servir véritablement au développement rural. Donc, la question des pistes villageoises, la question de l'accès à l'eau potable, même si des efforts sont faits, si on nous dit que devant les Ivoiriens, l'argent du cacao a augmenté, il faudrait qu'on ait davantage de sanitaire, de latrines dans les zones rurales. Cela dit, j'insiste encore sur la nécessité de l'autosuffisance alimentaire. Parce que tant que nous resterons dépendants du binôme café-cacao pour notre économie, on va passer à côté de la réalité, de la souveraineté alimentaire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire importe le poisson, importe le riz. Laisse-moi, ça c'est un autre sujet, on va revenir là-dessus certainement. Non, ces sujets sont liés parce qu'on est toujours dans le secteur agricole. On est d'accord. Et c'est la priorité qu'on fait justement aux cultures de rente, alors qu'il y a les cultures vivrières qui sont nécessaires aussi. J'aimerais aussi qu'on nous parle de la fluctuation du vivrier, comment le vivrier est écoulé de nos villages pour venir à Abidjan et être exporté. Parce qu'il faut un véritable travail à ce niveau-là. C'est pourquoi on va bien parler du binôme café-cacao, mais il ne faut pas laisser de côté l'agriculture vivrière qui aussi occupe les femmes. Et nous parlons de développement inclusif en zone rurale. Comme indiqué, je vous promets qu'on fera certainement une émission pour parler des productions vivrières. Landry Couillot, avant de vous donner la parole, je vous propose qu'on écoute un planteur qui a réussi à joindre la ligne de NCI. Monsieur Sanogo Lamine, vous nous appelez de San Pedro, Méditant. Vous dites, la hausse du prix, c'est bien, mais il y a d'autres problèmes. C'est bien cela, monsieur Sanogo? Oui, allô? Nous vous écoutons. Bonsoir à NCI Côte d'Ivoire. Bonsoir. Nous vous écoutons, monsieur Sanogo. Oui, vraiment, le prix est bien. Nous félicitons le gouvernement vraiment pour ce prix de cette année de la campagne 2025. Mais nous craignons vraiment une insécurité en zone de San Pedro. Vraiment, au-delà même du prix, si l'État aussi peut prendre des mesures pour vraiment une bonne sécurisation, pour permettre à nos transporteurs de bien arriver avec nos chargements au port de San Pedro, vraiment, ça serait un plus pour les paysans. D'accord. Donc, le prix, c'est bien, mais vous souhaitez que les autorités renforcent notamment la sécurité en ce qui vous concerne dans la zone de San Pedro. Tout à fait. C'est bien noté. Merci beaucoup. Je pense que le gouvernement suit cette émission.
Ils prendront votre observation, évidemment, à leur compte pour changer les choses dans le sens positif du terme. Landry Couillot, c'est à vous? Oui, Ali, tout à l'heure, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt les propos d'André Silver-Conan qui relevait un élément très important. Les gens ont l'impression que les prix sont fixés, ceux de manière spontanée. Il a évoqué la question d'une intelligence économique, moi je parle d'une gouvernance éclairée. Pourquoi? Parce que les prix que nous avons aujourd'hui sont la résultante, le produit d'efforts d'aménagement, de structuration et de modernisation d'un secteur d'activité qui fonctionnait de manière archaïque. Il a fallu prendre des mesures courageuses qui ont fâché. Il a fallu attendre, donc faire preuve de patience, sans jamais se laisser emporter par les émotions ou les contestations ou les réclamations, le regard porté chez le voisin, et l'on voudrait qu'on applique systématiquement la même chose. Quand on gouverne un pays, quand on gouverne un État, on le gouverne pour l'avenir, et ce de manière durable. L'argent du cacao que l'on célèbre aujourd'hui ne pourra réellement améliorer les conditions de vie et de travail, notamment en matière d'amélioration du système d'acheminement des produits, des zones de production, des zones de transformation, que si l'on a ce système-là qui est en place, si on arrive à le consolider, à l'améliorer année après année, autant dans la mécanique que dans les ressources humaines, de sorte que nous ayons un prix qui avoisine celui qui est aujourd'hui à 2800, qui veut passer à 3000, mais en tout état de cause, c'est d'assurer aux paysans, grâce à ce système, à cette gouvernance ou à cette intelligence économique-là, un secteur, une économie cacaoyère performante. Deuxième chose, on aurait pu craindre que ce secteur ait été abandonné au profit des hydrocarbures, des minéraux et autres. Tu connais une flambée, un rayonnement permettant à la Côte d'Ivoire d'envisager une croissance économique phénoménale. Mais non, la réponse du gouvernement ivoirien, qui est une réponse éclairée, est celle de pouvoir équilibrer. On ne gagne rien à avoir une économie déséquilibrée. C'est cette économie déséquilibrée-là qui a fait que la Côte d'Ivoire a connu des fragilités en se basant exclusivement sur le binôme café-cacao. Aujourd'hui, en redynamisant ce secteur d'activité, en ayant dans la main droite le binôme café-cacao et de l'autre côté, nous ayons les hydrocarbures, le pétrole et les minéraux, ça prouve qu'on est une économie à double turbo qui va lui permettre de pouvoir aller beaucoup plus loin. Et pour ce qui est des produits vivriers, évidemment, c'est très important. Il faut que nous soyons en capacité d'avoir dans nos assiettes ce que nous produisons sur le terrain. Il faut pouvoir regarder avec beaucoup d'objectivité les efforts qui sont faits autant dans le secteur de la production animalière et halieutique et dans le secteur de l'agriculture. Il y a des agropoles, il y a des financements qui sont faits. On est, certes, et c'est normal qu'on soit dans une situation d'impatience, mais je peux vous promettre une chose. Des politiques sont mises en place, un cadre législatif et réglementaire. Il y a des investissements qui sont faits et au bout de quelques années, la Côte d'Ivoire pourra atteindre non pas l'autosuffisance alimentaire, mais ce qu'on appelle la souveraineté alimentaire. Il s'agira pour nous de permettre à l'Ivoirien de pouvoir non pas manger, mais se nourrir, mais apporter aux autres pays, en termes de commercialisation, les productions qui sont faites sur notre territoire. Guillaume ? Oui, pour enclencher sur ce que vient de dire Landry, et par rapport à ce qu'a dit Laure avec insistance, je prendrai deux secteurs. Par exemple, ce qui concerne le riz, nous avons eu la chance d'interroger le directeur général de l'ADERI, et je peux dire qu'il y a une vraie politique qui est en train qui est mise en place et qui, certainement, sur le temps, va produire des résultats importants. Beaucoup, tout ce qui est semences, tout ce qui est mécanisation, la production du riz, tout ce qui est organisation, financement, il y a de vrais progrès. Ça, je peux le dire, on a fait une interview qui a été publiée dans la colonne du journal Liberté. Je prendrai aussi le cas de la production animale. J'ai discuté aussi avec beaucoup d'acteurs de ce secteur. Il y a des progrès. C'est vrai, à l'échelle du temps, ça peut paraître lent. Mais lent parce que, quand même, il ne faut jamais oublier que ce pays, quand même, a traversé pendant près d'une décennie une grave crise qui avait réussi à perturber tout le système de production. Et, moi, qui suis de l'extrême ouest de la Côte d'Ivoire, tout le monde connaissait le ranch de Sipilou, par exemple, qui avait été décimé pendant la crise que notre pays a connue. Donc, il y a des efforts qui sont faits pour essayer de remettre tout cela à niveau, mais en même temps, l'État est obligé d'être sur tous les fronts.
Donc, saluons les efforts qui sont faits pour la structuration du binôme café-cacao, parce que, on ne le rappelle jamais assez, c'est ce binôme-là qui a porté notre pays depuis les indépendances. Et ce binôme-là, mieux il se portera, mieux cela vaudra. Et ce que nous allons engranger justement sur ce binôme permettra, comme le souhaite Laure, et je suis tout à fait d'accord, permettra donc de continuer de reprofiler régulièrement les pistes rurales, de continuer d'apporter de l'eau, de continuer d'apporter de l'électricité. Aujourd'hui, pour ce qui concerne l'électricité, tout le monde sait que tous les villages de plus de 500 habitants sont électrifiés. On a un taux de couverture qui avoisine les 98%. Donc, il faut se féliciter pour les producteurs, mais aussi pour l'État, parce que, comme je l'ai dit, quand l'argent vient, le président de la République a dit que l'État fait un effort pour donner au moins 60% du prix CAF aux producteurs. Les 40% qui restent vont permettre justement de faire ces progrès-là. Mais il y a des efforts qui sont faits. Souvent, les acteurs, alors ce que me disait le directeur général de l'ADERI, nous sommes des techniciens, on ne parle pas beaucoup. Je lui ai dit non, mais il faut que vous parliez. Et quand nous avons parlé avec lui, je pense que dans le secteur du riz, il y a beaucoup de grands projets qui sont prévus, notamment dans les régions où il y a de grands bas-fonds. Et on aura des résultats. C'est pour ça qu'il est important que notre pays reste stable, parce que tout cela ne peut se faire que dans la stabilité. Exactement. D'accord. Alors, M. Kwaku Kwame, lui, il nous appelle de Divo. Il dit, comme le précédent planteur qui avait appelé, il dit la hausse du prix, c'est bien. Sauf que l'autre chose qu'il faut regarder, ce sont les coopératives. C'est bien cela, M. Kwaku Kwame. Est-ce que vous nous recevez? Monsieur Kwaku Kwame, vous allez devoir éteindre votre télévision, s'il vous plaît. Est-ce que vous nous entendez? Monsieur Kwaku Kwame? Bon, visiblement, un problème de connexion. On va permettre à la réalisation de bien s'accorder avec Monsieur Kwaku Kwame. André Sylvain, comment vous voulez réagir? Oui, il faut saluer aussi le partenariat entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Oui. À travers l'initiative Côte d'Ivoire-Ghana. Voilà, parce que c'est vraiment l'intelligence. Tout cela, c'est de l'intelligence économique. Alors, la Côte d'Ivoire, c'est environ 1,8 million 800 000 tonnes de cacao en 2024. Et c'est l'équivalent de la production des 5 premiers pays après la Côte d'Ivoire. Parce que le deuxième pays producteur, c'est le Ghana avec un peu plus de 500 000 tonnes. Équateur avec 430 000 tonnes. Donc, la Côte d'Ivoire a un rôle très important. Ça, c'est la première chose.